On va passer à l'audition. Donc, mes chers collègues, nous entendons ce matin M. Patrick Dehaumont, candidat proposé par le gouvernement aux fonctions de... Oui, ça fait un bruit pas possible. C'est incroyable, ça, le bruit. On va attendre alors un peu. Voilà. Donc, nous entendons ce matin M. Patrick Dehaumont, qui est candidat proposé par le gouvernement en fonction de président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autrement dit l'ANSES, ce qui est beaucoup plus rapide à dire. En application de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, sa nomination doit être précédée de son audition par les commissions compétentes du Parlement. Je vous précise que cette audition fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat, le site Internet du Sénat, et sera consultable en vidéo à la demande. Comme vous le savez, l'ANSES a été créée en 2010 à la suite du Grenelle de l'environnement. L'agence est chargée d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle a vocation à éclairer le débat public sur des questions de sécurité sanitaire où le besoin d'objectivation scientifique se fait fortement sentir. Régulièrement, l'actualité nous fournit des exemples de ce besoin, et nombreux, en effet, ont été nos collègues qui ont travaillé sur des sujets relatifs aux missions de l'ANSES. Monsieur Dehaumont, je vous propose de débuter cette audition par un propos liminaire dans lequel vous pourrez présenter votre parcours. Je rappelle simplement à cet égard que vous êtes inspecteur général de santé publique vétérinaire et que vous avez été notamment directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, directeur des haras nationaux et directeur général de l'alimentation. On parle beaucoup en ce moment en plus des santé croisée entre la santé humaine et la santé animale. Vous pourriez également nous préciser les perspectives que vous souhaitez tracer pour l'agence, votre conception de ses relations avec la tutelle, dont je rappelle qu'elle est triple, santé, agriculture et travail, et le partage des responsabilités entre les ministères et les agences sanitaires. Ensuite, les membres de la commission pourront vous poser leurs questions. Et je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur Dehaumont. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les membres de la commission, je suis heureux et honoré de pouvoir présenter ma candidature à la présidence de l'ANSES, Agence de sécurité sanitaire bien connue dans le paysage sanitaire français et international aujourd'hui. Lorsque j'ai été sollicité pour présenter cette candidature, je dois dire que j'ai accepté sans hésitation pour trois raisons sur lesquelles je voudrais revenir. Une première raison qui est relative au champ de l'ANSES, à son contexte et aux enjeux auxquels elle doit répondre. Pour une raison qui est liée à mon parcours, marqué par la santé publique vétérinaire et marqué par de nombreuses interactions avec l'ANSES et avant les structures qui l'ont précédé. Et puis, un troisième point que j'aborderai in fine, comme vous me l'avez demandé, Madame la Présidente, c'est quelle vision je peux avoir à ce stade des fonctions de président du conseil d'administration et quels sont les axes que j'aimerais porter. Alors, vous l'avez rappelé, l'ANSES couvre un champ extrêmement large, environnement, santé, travail, santé animale, santé humaine, bien-être animal, santé végétale. Le champ est large et le champ s'est élargi au fil des années. Il y a en fait, classiquement, lorsqu'on a une approche un peu analytique pour présenter l'ANSES, on évoque quatre grandes thématiques. Une première thématique d'expertise scientifique qui se doit d'être fondée sur la science, qui se doit d'être indépendante. On a vu qu'il y a quelques controverses qui ont émergé la semaine dernière sur le sujet. Cette expertise scientifique, elle a été construite depuis maintenant une vingtaine d'années.
Elle s'appuie sur des comités d'experts, sur une organisation rigoureuse, sur la meilleure science possible et disponible. Et puis elle s'élargit, cette expertise scientifique, puisque je rappellerai que les 2 derniers comités scientifiques créés correspondent à l'analyse socio-économique, qui est un sujet important. Et puis les biotechnologies aussi ont été sont désormais traitées dans le cadre d'un comité d'expertise spécialisé. Des missions, deuxième élément, des missions de veille et de vigilance et de surveillance. Alors là aussi, il y a un historique important. L'ANSES a à sa disposition des sources de données, des sources d'informations, que ce soit en matière de nutrivigilance, de vigilance sur le médicament vétérinaire, sur produits phytosanitaires, sur l'antibiorésistance, j'en passe, et je pourrais essayer de répondre à des questions s'il y en a. Une 3e fonction extrêmement importante, et j'y reviendrai un peu plus largement à la fin de mon propos par rapport aux orientations du Conseil, une fonction de recherche et d'innovation méthodologique. C'est un point essentiel. L'ANSES a une double fonction de recherche, une recherche opérationnelle appliquée, grâce notamment à son réseau de laboratoires, qui là aussi est assez historique et s'est développé en interaction avec beaucoup d'autres organismes. Et ces fonctions de recherche avec les autres organismes, elles traitent aujourd'hui d'aspects ponctuels sur des sujets très précis, mais aussi d'aspects systémiques. Et on a des grands enjeux devant nous avec l'exposome, qui a été repris dans la loi de santé publique de 2016, avec le projet PARC sur les résidus de substances chimiques, qui est un énorme projet européen que l'ANSES pilote. C'est un projet sur 7 ans à 400 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a à la fois des actions spécifiques sur des thèmes précis, mais aussi une approche de recherche méthodologique pour avoir une approche plus intégrative et prendre en compte l'ensemble des aspects de santé, y compris environnemental. Et sur le plan de la recherche, l'ANSES est aussi un prescripteur important avec le PNREST, le Programme national de recherche pour environnement, santé, travail. Là aussi, j'y reviendrai parce que c'est un enjeu extrêmement fort. La recherche à l'ANSES, ça doit être à la fois de la recherche opérationnelle avec les moyens de l'ANSES et en résonance avec les autres organismes, mais ça doit être aussi la prescription de recherche pour alimenter la qualité de l'expertise. Et puis un 4e point qui fait parfois débat, les autorisations de produits réglementés. Alors historiquement, le médicament vétérinaire, que j'ai bien connu lorsque je dirigeais l'Agence du médicament vétérinaire. Plus récemment, les produits phytosanitaires. Et puis les biocides, dont l'évaluation et la gestion sont opérées au niveau de l'ANSES. Alors, cette présentation analytique en 4 points ne doit pas faire oublier qu'on est dans une approche vraiment globale, une approche systémique. Vous avez parlé, Madame la Présidente, du concept « une seule santé », et effectivement, toutes les actions de l'ANSES aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique qui est vraiment devenue une dynamique internationale et qui doit intégrer l'ensemble des dimensions de la santé. Bien sûr, toutes ces actions, elles se déroulent avec un cadre déontologique qui est monté en puissance et qui est bien défini. Et puis un dialogue permanent avec l'ensemble des parties prenantes à travers le conseil d'administration, les comités d'orientation thématique, les plateformes de dialogue, le comité économique, social et environnemental, la commission nationale du débat public, je pourrais faire une liste à l'après-vert, mais il est essentiel aujourd'hui, compte tenu notamment des sujets de controverse et des incertitudes, de pouvoir s'appuyer sur ce débat avec des règles de déontologie précises, mais avec un débat ouvert vraiment sur la société. Sur la base de ces quelques éléments, en quoi mon parcours peut me permettre de penser que je peux être un petit peu utile à l'ANSES et à l'action publique en matière sanitaire en briguant la présidence du conseil d'administration. Je voudrais indiquer qu'en ce qui concerne mon parcours, donc vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, je suis inspecteur de santé publique vétérinaire, donc je suis vétérinaire de formation. J'ai très rapidement, je n'ai jamais été en clientèle, très concrètement. Très rapidement, à l'occasion de mes études, j'ai embrassé une carrière orientée vers la santé publique, avec notamment des études d'immunologie. Et puis, j'ai été en charge de gestion de risque sur le terrain, sur le territoire, dans les départements, les régions et en administration centrale. Et ça m'a permis d'approcher le besoin d'expertise scientifique, car à cette époque-là,
au siècle dernier, il n'y avait pas d'expertise scientifique organisée. Et ça m'a permis de travailler notamment sur les contaminants, sur l'impartialité et l'indépendance de l'inspection des systèmes de contrôle, des sujets qui résonnent beaucoup avec l'ANSES. À l'époque, je travaillais sur ces sujets-là avec les laboratoires nationaux, qui aujourd'hui sont les laboratoires de l'ANSES. J'ai ensuite eu un passage à l'étranger en Pologne. J'ai eu l'opportunité de conduire un projet d'appui à la Pologne pour l'accès à l'Union européenne, juste avant l'accession, bien sûr, dans les domaines sanitaires. Et puis, en revenant de Pologne, pardon, nouvelle opportunité, la direction de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, qui m'a permis de découvrir une mission assez exaltante qui mêlait à la fois expertise scientifique, recherche, décision, gestion de risque. Donc au niveau de la direction, il fallait aussi délivrer les AMM. Cet exercice se déroulait, à l'instar de ce qui se passait à l'époque à l'AFSAPS, qui aujourd'hui s'appelle la NSM, dans un cadre très européen et international. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser tout particulièrement avec mes équipes à l'antibiorésistance. Et nous avons porté les sujets en matière de maîtrise de l'antibiorésistance dans le domaine vétérinaire au niveau international, au niveau mondial, puisque nous étions centre de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale, alors en lien avec l'OMS, ce sont les deux organisations sœurs. Et nous avons pu aussi développer un certain nombre de méthodes que l'on applique aujourd'hui en matière de lutte contre l'antibiorésistance. On a eu l'occasion aussi de travailler au niveau mondial sur l'harmonisation des méthodes d'évaluation des médicaments. Là aussi, ça résonne avec les questions d'expertise. J'ai ensuite eu la chance, là encore, d'être nommé directeur général de l'alimentation en 2012, de 2012 à 2019. J'ai toujours approché cette fonction, qui est une fonction exposée politiquement, on va le dire, mais j'ai toujours eu l'habitude de l'aborder sous un angle très strict de respect de l'impact sur la santé publique, ce qui me paraissait vraiment essentiel, puisqu'on s'intéressait à des sujets de sécurité alimentaire, de santé animale, de bien-être animal, certains aspects de santé environnementale et puis de santé végétale. Et il y a une prolongation d'un certain nombre d'aspects. J'aurais simplement évoqué le cas de l'antibiorésistance, qui est vraiment exemplaire, parce qu'il y a eu un plan éco-antibio de 2012 à 2017 qui a permis de réduire de manière très significative les consommations d'antibiotiques, et avec l'aide donc de l'ANSES à ce moment-là, puisque bien sûr la référence scientifique et technique était là. Et les résultats ont été très significatifs, puisque c'était environ moins 40% d'antibiotiques utilisés sur la période et moins 90% d'antibiotiques critiques utilisés. Mais c'est intéressant de voir qu'il y avait une combinaison à ce moment-là de l'action de l'agence sanitaire et de l'autorité ministérielle, parce qu'en fait, et du Parlement, puisque la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a permis d'entériner la limitation de l'usage des antibiotiques. Donc, en plus des actions incitatives, il y a eu mise en place d'actions entre guillemets de contrainte, l'interdiction des marges arrière sur les antibiotiques, par exemple, la limitation de l'usage des antibiotiques critiques, et c'est ce qui a permis la conjonction de l'incitation ou de la carotte et du bâton, on va dire. Ça a permis finalement de diminuer de manière extrêmement importante l'usage des antibiotiques, diminution qui continue de se poursuivre. Donc c'était un très très bon exemple. J'ai eu l'occasion aussi de piloter les crises IAHP des années 2010, influenza aviaire hautement pathogène. On parle aujourd'hui de vaccination pour essayer de s'en sortir. À l'époque, on n'avait pas cette possibilité. Bien d'autres aspects encore sur les produits phytosanitaires, l'affaire Lactalis, enfin je pourrais en faire là encore un inventaire. Et cet exercice avec l'ANSES, je l'ai particulièrement apprécié parce qu'il y avait vraiment le répondant scientifique et technique, la compétence, l'indépendance. Et en même temps, on a fait ce travail toujours dans le cadre de la présidence des multitutelles. Et il y a même 5 tutelles, Madame la Présidente. Oui, puisqu'il y a agriculture, environnement, santé, travail et consommation. Vous voyez. Donc, nous avons 5 tutelles. Et je vous ferai peut-être une proposition pour qu'on envisage une 6e tutelle tout à l'heure. Voilà. Un 6e ministre, voilà. Pourquoi pas?
ces deux circonstances. Alors, en fait, ces tutelles ont toujours été une source vraiment de richesse et d'équilibre et de confrontation des opinions pour pouvoir avancer sur certains sujets sanitaires. Alors, on a créé à cette période-là des sujets qui intéressent beaucoup l'ANSES aujourd'hui et dans lesquels elle est très impliquée, les plateformes d'épidémiosurveillance, le centre de bien-être animal, le centre de référence de bien-être animal, la plateforme de santé animale qui est en résonance avec la plateforme technologique européenne. Et puis, un point que je voudrais citer, c'est un début de réflexion sur la question des données. On a un sujet de données qui est tout sauf réglé, puisqu'on a besoin de données massives pour pouvoir travailler sur la santé, de données robustes, élaborées dans de bonnes conditions. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a quelques exemples de situations où on pourrait améliorer le dispositif. Les phytosanitaires, on n'a que des données de vente, on n'a pas des données d'utilisation, et on en aurait bien besoin. Les autocontrôles des entreprises agroalimentaires, on n'en a qu'une partie, et il faudrait les avoir de manière systématique pour faire du séquençage génomique systématique, ce qui permettrait d'identifier les foyers d'infection, etc. Donc on a un sujet global de données qui me paraît important. Et puis, pour terminer sur mon parcours, excusez-moi d'avoir été un peu long sur ce point, sur ce second point, je suis actuellement chargé plutôt d'appui en matière de ressources humaines pour le suivi des compétences des agents et des déroulements de carrière, et puis par ailleurs pour le suivi d'un certain nombre de structures pour s'assurer de l'adéquation de la conduite des politiques publiques par rapport à nos attentes. Quelques éléments rapidement, si j'ai encore quelques minutes, j'ai peut-être été un peu long, sur mon rôle en tant que président. Donc j'ai bien conscience que cette fonction est une fonction non exécutive. Je me plais à le souligner parce que j'ai toujours été habitué à avoir des fonctions exécutives, des fonctions de direction, il ne faut pas confondre. Et d'ailleurs, quand j'étais directeur, j'ai toujours un directeur dirige, un président préside. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Mais moi, je pense que le président du conseil d'administration de l'ANSES, compte tenu de tout l'environnement qu'on évoquait à l'instant, devrait me permettre de porter 5 ambitions, voire plus, mais j'en identifie 5 dans un premier temps. Avec les membres du Conseil, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, bien entendu, c'est avec l'ensemble des membres du Conseil. Et je rappelle simplement que le Conseil, vous le savez, mais c'est vraiment une construction d'essence grenellienne. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a vraiment l'ensemble des parties intéressées dans ce Conseil d'administration. Donc, ce travail avec ce Conseil d'administration pourrait porter sur 5 points. D'une part, bien sûr, la stratégie de l'agence, ça fait partie d'ailleurs, dans sa nature même, du rôle du conseil d'administration, de s'assurer de la pertinence et du portage de la stratégie de l'agence. J'en profite pour revenir sur ce point, sur la question de la recherche, parce que il me semble que le conseil d'administration devra s'intéresser à cette force de recherche au niveau de l'ANSES, en recherche directe, si je puis dire, applicative, et puis en prescripteur de recherche. J'ai noté un chiffre ou deux. Simplement, le programme de recherche environnement santé au travail, c'est moins de 10 millions d'euros aujourd'hui par an. Quand on voit le programme de l'ANR à côté, même si les champs de l'ANR sont plus larges, c'est quand même assez intéressant. Et le taux de réussite dans ce programme de recherche n'est que de 11%. Alors que les programmes proposés par l'ANR, le taux de réussite est de 25%. Vous voyez, donc on risque de décourager les candidats potentiels, alors que les projets nécessaires sont extrêmement nombreux. À un moment, on parle d'exposome, à un moment, on parle d'effets cocktail et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment un point à travailler. Et c'est pour ça que je parlais d'une 6e tutelle, Madame la Présidente. Il faut qu'on se pose la question de la relation avec le MESRI, de la relation rénovée avec l'ANR, et pourquoi pas d'une tutelle supplémentaire. Seconde ambition, la crédibilité et l'indépendance de l'expertise. Alors, ce sujet a déjà été beaucoup travaillé. Il fait régulièrement l'objet de controverses et c'est normal lorsqu'on est en zone d'incertitude, lorsqu'on est en débat controversé. Il faudra avancer sur les questions d'analyse socio-éco, avancer sur les notions de débat public.
sur les conditions d'organisation de la déontologie qui progressent en permanence, mais il faut toujours être vigilant sur ce dispositif. La transversalité avec les organisations clés, que ce soit Santé publique France, l'ANSM, que ce soit les gestionnaires, et ça rejoint la question des données que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'en fait, nous ne pourrons avancer, faire un pas significatif en matière de sécurité sanitaire globale que si l'on fait un pas significatif en matière de collecte et d'analyse de données, et ça on ne le fera pas tout seul au sein de l'ANSES, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs, il faut une volonté politique. Donc ça me paraît important, et peut-être que les progrès ont été trop lents jusqu'à présent en la matière, puisque je me rappelle que lorsque j'étais DGL, c'était déjà des sujets que l'on évoquait pour les produits phytosanitaires ou pour les autocontrôles, et on n'a pas forcément beaucoup évolué depuis. La déontologie, j'en ai parlé, et puis l'enrichissement du débat public, j'en ai aussi parlé, je vais un petit peu raccourcir mon propos. Et en conclusion, simplement dire que depuis la création des labos nationaux, de l'AFSA, de l'AFSET, et puis la création de l'ANSES début 2010, on a un dispositif qui est monté en puissance, qui s'est structuré, qui s'appuie sur la science et qui doit continuer de s'appuyer sur une science extrêmement robuste, dans un cadre déontologique fort, et bien s'inscrire dans les défis de demain. Le 6e rapport du GIEC est paru lundi. Il interpelle, il fait même plus qu'interpeller. L'ANSES a un rôle à jouer sur ces sujets-là aussi avec les autres acteurs. Et donc cette vision et cette ambition, on doit l'avoir dans le contexte d'une seule santé qui est incontournable aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention et suis disposé à répondre à vos questions, si je peux. Merci beaucoup en effet de cette présentation riche. Alors, Michel Meunier, Elisabeth Doineau, Frédéric Puissat, Jocelyne Guidez, Annie Delmont, Florence Lassarade. Monsieur Jomier, on coupera. Je fais l'appel, oui. Michel Meunier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur de Hautmont de votre présentation. C'est vrai qu'ici, nous avons souvent l'occasion de rencontrer sur nos chemins parlementaires l'ANSES, dans les auditions, dans les travaux aussi qu'on fait. Et à ce propos, donc, avec deux autres collègues ici de la Commission des Affaires sociales, Chantal Decenne et Brigitte Zebeza, nous avons travaillé l'année dernière sur le surpoids et l'obésité, qu'on avait intitulé « L'autre pandémie ». C'était dans la foulée la crise sanitaire. Et donc là, on s'est aperçu que l'ANSES avait des apports à fournir, et ça fait écho avec ce que vous venez de nous donner, puisque la première proposition, c'était de réaliser des suivis de cohortes réguliers, détaillés, selon l'origine géographique, le sexe également, l'âge, afin de documenter. Et là, j'en viens à la partie des données que vous avez évoquées et qui manque cruellement. Donc, je voulais savoir de quelle manière votre agence pouvait apporter sa contribution à la mission de Santé publique France concernant le surpoids et l'obésité des enfants et des adultes. Parce qu'on s'est rendu compte que 3 ans après le lancement du programme, l'ANSES n'était toujours pas formellement saisie des enjeux et notamment de l'ultra-transformation, qui est, vous le savez, un véritable problème. Et donc, je voulais savoir ce qu'il en était dans ce domaine-là pour prendre en compte la gravité du sujet et l'ampleur du sujet. Et puis savoir peut-être quelles étaient vos relations avec le secteur agroalimentaire aussi sur cette partie d'ultra-transformation. De quelle nature, s'il existe, ces relations sont-elles? On va prendre aussi la question d'Elisabeth Doineau. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour l'ensemble des éléments qui motivent votre candidature. Je vais vous parler d'un sujet très précis, mais en même temps qui se rapproche des éléments que vous avez pu mettre en avant sur vos anciennes fonctions, notamment sur la santé publique et la gestion du risque. Et je rapprocherai donc ces éléments que vous avez pu nous faire ressentir sur votre action préalable sur une annonce de la Première ministre. En effet, Elisabeth Borne a annoncé il y a quelques semaines qu'elle mettrait à disposition gratuite les protections hygiéniques pour les femmes gratuitement, en tout cas les réutilisables. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet qui avait d'ailleurs été porté par notre collègue ici, Patricia Schillinger, qui à chaque PLFSS demandait à ce qu'on puisse rendre gratuites les produits hygiéniques pour les femmes.
Il y a eu des initiatives dans nos régions, dans nos départements, et il est grand temps d'aborder le sujet de façon globale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur un produit de consommation, d'ailleurs qui a été étudié à travers un rapport de l'ANSES en 2018, qui montrait d'ailleurs qu'il y avait peu de risques, mais il y avait des risques parfois d'allergie ou le syndrome aussi de choc toxique. Et donc, il est temps de regarder comment on peut passer d'un produit de consommation à un dispositif médical avec des systèmes d'autorisation, de réglementation. Parce que comment peut-on établir la traçabilité d'un produit qui est mis gratuitement à disposition et quand il y a en fait, des conséquences terribles sur des femmes? En tout cas, je pense que l'ANSES, à la suite de ce rapport, devrait se saisir de cette difficulté à vulgariser la distribution gratuite des produits hygiéniques. Et je voudrais savoir quel est votre avis sur la question. On va prendre encore 2 autres questions. Frédéric Puissat et Jocelyne Guidez. Et ensuite, vous répondrez, on fera une deuxième. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour cette première présentation. Alors, je vais peut-être parler un peu pour Pascal Gruny, qui n'est pas là, hein, qui rapporte le budget AT-MP et qui en parlerait bien mieux que moi, puisque ma question porte sur le développement de la recherche en santé au travail, qui est une mission qui est conduite par l'ANSES. Alors, j'avais prévu de vous poser la question du montant du budget qui était alloué à cet effet-là. Donc, vous l'avez répondu, c'est 10 millions d'euros. Mais finalement, ma question porte finalement sur la part du budget. Quel est le pourcentage par rapport aux travaux qui sont réalisés par l'ANSES? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui rejoint peut-être le sujet que vous avez évoqué, qui consiste effectivement à enrichir le débat public, c'est comment rendre visibles ces travaux. Parce qu'on a un peu l'impression dans ce pays que tout ce qui est fait en matière de prévention est immédiatement gommé, soit par des gens, et l'actualité nous le rapporte, on parle de pénibilité au travail actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la pénibilité au travail, mais finalement on en parle très peu dès lors qu'on parle d'un texte de loi tel que celui qu'on a voté il y a peu de temps. On parle très peu aussi de ce qui peut être fait par les branches, de ce qui peut être fait par les entreprises. J'ai en tête par exemple le film qui a été fait par notre collègue Ruffin qui s'appelle Debout les femmes. On gomme tout ce qui a pu être fait en matière de prévention au travail et tout ce qui peut être fait en matière de recherche par une actualité qui est très vulgarisée. Donc comment est-ce que vous comptez communiquer et peut-être vulgariser des travaux de recherche qui ne sont pas forcément simples à comprendre, de façon à ce qu'on puisse entendre dans ce pays que beaucoup est fait pour la prévention et qu'il y a parfois un certain nombre de choses à faire, mais qu'on en fait déjà beaucoup et qu'il y a aussi des travaux qui sont faits au niveau des entreprises, notamment par les CSE. Très bien. Et Jocelyne Guidez, ensuite vous répondrez. Donc, je vous remercie, monsieur. Vous avez l'air d'être passionné par ce que vous faites. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'on a besoin de passion en ce moment. Alors, pas trop de passion quand même, parce qu'on voit ce que ça donne aussi. Hein, voilà. Donc, je voudrais, moi, vous parler de la souveraineté alimentaire. On sait que la crise sanitaire nous a montré toute l'importance de la sécurité alimentaire, le besoin de savoir qu'on pourra s'alimenter en qualité et en quantité suffisante. Concernant la question de la sécurité des approvisionnements alimentaires, cette crise a mis en avant certains dysfonctionnements de la chaîne alimentaire dans notre pays et a suscité quelques interrogations. Notamment, notre pays est-il doté de véritables indicateurs sur les flux d'approvisionnement alimentaire permettant une approche précise et préventive de la réalité alimentaire de notre pays? Comment pourrions-nous réduire notre dépendance sur certains produits? Je vous laisse répondre et ensuite on aura 4 collègues. Alors, sur le surpoids, l'obésité et le surpoids. Alors, ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est que ce n'est pas l'ANSES toute seule qui pourra traiter ce sujet-là. Il y a un certain nombre d'autres instances telles que Santé publique France qui doivent être forcément impliquées. Et puis au niveau du gestionnaire de risque, il y a un enjeu extrêmement fort puisque les ministères concernés ont une responsabilité importante en matière de conduite du programme national de l'alimentation, par exemple. Mon premier élément de réponse, c'est pas tout seul. Effectivement, c'est un plan qui doit être conduit avec l'ensemble des acteurs, et notamment les acteurs du secteur médical, me semble-t-il.
Ces données, alors à ce stade, aujourd'hui, nous disposons d'un certain nombre de données. Alors, il existe l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, au CALI. Il existe une base de données qui est le SQL, qui permet d'avoir une base de données, de disposer d'une base de données sur la composition d'un grand nombre d'aliments. Vous évoquiez la question des données. Effectivement, il y a la question des données de consommation, des données relatives aux produits disponibles, et puis des données médicales au regard des critères de population. Donc c'est en fait une action qui, à mon sens, devrait être développée en globalité, peut-être pas par l'ANSES, mais plutôt par les ministères de tutelle concernés, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire notamment. Mais la contribution à l'expertise, à la recherche appliquée, alors sans oublier l'INSERM, bien entendu, pour les aspects recherche, devrait être développée. Donc c'est une approche assez globale qui me semble être nécessaire. Sur les relations avec le secteur agroalimentaire, vous parliez de mes relations ou des relations de l'ANSES? Non, ma question est intentionnellement posée. Vous avez parlé d'indépendance. Voilà. Et c'est pour ça que je pose la question, parce que je vais quand même répondre à la question que vous n'avez pas posée, si vous me le permettez. Moi, j'ai toujours eu des relations dans mes différentes fonctions cordiales avec les acteurs économiques, mais toujours dans la position administration et voire inspecteur inspecté. Voilà, donc j'ai toujours posé une ligne claire en termes d'indépendance dans le cadre de mes fonctions. Pour ce qui concerne l'ANSES, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation fluide, et d'ailleurs les acteurs du secteur agroalimentaire sont représentés au niveau de l'ANSES, parce qu'il y a une source d'information extrêmement importante. Après, il faut que ces relations s'exercent dans un cadre déontologique bien cadré, qu'il n'y ait pas d'influence sur la réalisation de l'expertise, de l'analyse de risque, de l'expertise. Donc c'est un débat qui doit s'opérer. Le débat public doit pouvoir s'opérer avec l'ensemble des acteurs. Il faut connaître les attentes de la société lorsqu'on conduit des évaluations de risque ou lorsqu'on prend des décisions de gestion, mais il faut être capable de connaître l'ensemble des positions. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, très concrètement. Alors je pense très sincèrement que les instances de débat public qui existent au sein de l'ANSES, compte tenu de leur nature, de leur positionnement et de leurs règles de fonctionnement, permettent de respecter cela. Que ce soit les comités d'orientation thématique qui sont auprès du conseil d'administration, que ce soit les plateformes de débat public, les règles permettent de collecter de l'information de manière pertinente. On a un bon exemple avec les nitrites, où effectivement l'ANSES a rendu un avis sur les nitrites et sur le risque cancérogène des dérivés des nitrites. Il y a eu des échanges avec l'agro-industrie, mais ce n'est pas pour autant que l'ANSES doit être en réponse systématique aux attentes de l'agro-industrie. C'est bien l'évaluation scientifique qui doit prévaloir. S'agissant des protections hygiéniques remises gratuitement aux femmes, alors je n'ai pas trop réfléchi à ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, l'aspect risque doit continuer pouvoir être évalué. Et comme vous l'avez dit, l'ANSES, il y a quelques années, avait travaillé sur le sujet. Après, si on commence à parler de dispositif médical, on renvoie plus vers la NSM, qui est en charge des dispositifs médicaux. Donc, voilà, ce sera à voir dans quelle catégorie ça rentrerait. Il y a aussi potentiellement un risque de pollution environnementale. Donc, il y a les différentes dimensions à apprécier et voir quel organisme, il ne sera sûrement pas unique, d'ailleurs l'organisme, il y en aura sûrement plusieurs, seront concernés par ces dispositifs. Mais j'entends bien votre remarque sur la nécessité de prendre un certain nombre de précautions avant de s'engager dans la mise en place d'un dispositif qui pourrait exposer à des risques supplémentaires les femmes qui bénéficieraient de ce système.
Alors, sur le budget santé-travail, alors je disais tout à l'heure, c'est moins de 10 millions d'euros. Je crois que l'année dernière, c'était le PNREST, c'était 7,5 millions. Je suis désolé, je n'ai pas en tête le montant exact pour le travail, mais il me semble que, au-delà de la partie prescription, la partie opérationnelle en matière de recherche doit n'être que de 2 millions d'euros fournis par la DGT, la Direction Générale du Travail, environ. Donc c'est une enveloppe extrêmement faible, très clairement, c'est une enveloppe extrêmement faible. Et c'est sûrement un des sujets les moins visibles de l'ANSES, alors que ce n'est pas le plus récent, mais c'est un sujet à mettre en visibilité très clairement au niveau de l'ANSES. Voilà. Alors la façon de le faire, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais le fait qu'on ait besoin de le mettre en visibilité et d'y mettre plus de moyens, ça c'est bien identifié. Oui, alors comment rendre visibles les travaux? En fait, il faut de la masse, il faut des résultats, et puis il faut une politique d'information et de communication il faut que le grand public y ait accès, mais l'ensemble des parties prenantes doivent être très fortement impliquées sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes de débat. Le débat sur la santé au travail devrait sûrement être renforcé. On est d'accord. Ah, souveraineté alimentaire, j'allais l'oublier. Alors, sur la sécurité, la sécurité des approvisionnements, à ma connaissance, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur de suivi en matière d'approvisionnement. À ma connaissance, c'est un sujet que je maîtrise mal. Et la deuxième partie de votre question était... Je ne l'ai pas noté. Il y avait une deuxième partie, je crois. Oui. Alors, on est dépendant sur certains produits compte tenu aussi des attentes sociétales et des habitudes alimentaires. Donc il y a aussi une question d'explication si on veut manger des cerises en hiver. Je caricature un petit peu, mais effectivement, on est dépendant de l'approvisionnement. Donc il y a quand même une question d'habitude alimentaire et d'information dans un contexte des règlements climatiques, etc., qui mérite d'être posé. La dépendance aussi, ça me fait penser à un sujet un peu connexe, enfin qui est lié, qui est l'usage des produits phytosanitaires, qui sont souvent très critiqués. Mais l'usage des produits phytosanitaires, aujourd'hui, ça permet de produire en quantité, ça permet de participer à une certaine souveraineté alimentaire. On constate avec l'avancée de la science qu'il faut retirer certains produits, qu'il faut réduire les doses de certains autres. En fait, on ne peut pas faire des actions isolées. On ne peut, lorsqu'on identifie un risque, un danger, on ne peut conduire des actions que des actions coordonnées. Et si on pense aux produits phytosanitaires, la réduction des usages, ça passe par, bien entendu, la réduction de doses, la suppression des produits les plus dangereux, mais l'évolution des pratiques agricoles. Et pour ça, il faut accompagner le monde agricole, il faut l'emmener vers ces pratiques, il faut les identifier, il faut qu'elles soient viables économiquement pour les agriculteurs. Donc là encore, on a des dispositifs qui conduisent, lorsqu'on veut être souverain sur le plan alimentaire, à pouvoir faire évoluer les modèles si nécessaire, mais non pas brutalement, mais en accompagnant sur les différentes dimensions de la production. Est-ce qu'on ne devient pas plus européen que les Européens ? Non. C'est la surtransposition. Non, mais je pense que on parle souvent de la surtransposition, mais alors, moi j'ai souvent été accusé de faire de la surtransposition quand j'étais DGAL. Hein. Voilà. Bon, lorsque l'on a des indices de santé publique qui le justifient, il est parfaitement pertinent, à mon sens, que les pouvoirs publics soient capables de prendre, et les textes communautaires le permettent d'ailleurs, de prendre des dispositions. On a pas mal d'exemples où ce n'est pas de la surtransposition pour le plaisir de faire de la surtransposition. Moi j'ai connaissance de beaucoup de cas de surtransposition, oui, mais pour des raisons de santé publique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est quand même important de le rappeler. Très bien. Alors on va passer à la suite des questions. Annie Delmont. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur pour ce riche exposé.
Vous avez évoqué les nitrites et justement, l'ANSES a publié en juillet dernier un avis reconnaissant la responsabilité des nitrites présents dans la charcuterie dans le déclenchement de cancer. Or, un tel lien de causalité a été établi par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS dès 2015. Donc, comment expliquez-vous un tel décalage dans le temps? Voilà, c'était la seule question. Florence Lassaranne. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour cet enthousiasme que vous avez l'air de porter sur vos nouvelles fonctions à venir. En mars 2001, nous avions remis avec Bernard Jomier un rapport demandé 2021, un rapport sur la santé environnementale, et nous avions souligné à l'époque la multiplicité d'intervenants qui enlevaient toute visibilité et peut-être une grande partie de l'efficacité de ces travaux sur la médecine environnementale. Nous avons également souligné la multiplicité des autorités de tutelle de l'ANSES et la permanence dans le conseil d'administration de l'agence de représentants d'industriels, d'exploitants agricoles. Et nous avions demandé le renforcement de ces garanties d'indépendance. Vous avez parlé du financement de la recherche. Effectivement, il s'élève à environ 6 millions d'euros, ce qui paraît dérisoire compte tenu de l'enjeu, avec le taux de réussite de 11% que vous avez souligné. Donc, est-ce que ça peut s'améliorer? Sur les questions de gouvernance, j'en ai déjà parlé. Sur les questions de gouvernance, une mission interministérielle pilotée par l'IGAS a récemment, une fois encore, critiqué ce pilotage trop dispersé en matière de santé environnementale. Par ailleurs, le 4e plan national de santé environnementale, qui couvre la période 2021-2025, est à mi-période. Est-ce que vous auriez une idée du bilan actuel des mises en œuvre des actions du plan? Vous avez parlé des antibiotiques. Pour quelles raisons est-ce que Santé publique France s'occupe des antibiotiques pour la santé humaine? J'étais pédiatre, moi, dans une vie antérieure. Et pour quelles raisons l'ANSES s'occupe de la santé animale? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'harmoniser un petit peu les choses? On a parlé également des produits ultra transformés dans l'induction de l'obésité. Je vous invite à lire également les travaux de l'OPEX sur le sujet très récemment, puisque nous faisons partie de l'OPEX, plusieurs sénateurs présents ici. Enfin, le sujet qui me paraît intéressant actuellement et essentiel, c'est l'eau. On sait que l'eau du robinet, qu'on recommande aux Français de boire régulièrement ou épisodiquement, elle est non conforme aux critères de qualité. Par exemple, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, mais également ailleurs. On serait passé de 5,9% de non-conformité en 2020 à 20% en 2021. Cette eau, on nous incite à la boire, l'eau du robinet. Mais si on la remplace par de l'eau dans des bouteilles plastiques, on ingurgite du plastique. Oui. Est-ce que l'ANSES va se pencher sur le sujet? Là aussi, l'OPEX a fait des travaux très intéressants sur le plastique. Petite parenthèse sur les cerises. Les cerises françaises, on ne peut plus en manger parce qu'on est soumis, enfin les agriculteurs français sont soumis à des surtranspositions, à des normes qui font que finalement, on mange des produits importés qui sont de très mauvaise qualité. Bon, la pédiatre que je suis ne va pas vous parler du poulet brésilien transformé en Europe et qui fait que les pubertés précoces à 6 ou 7 ans. Voilà, bon, je m'arrête là parce que je pense que mes collègues ont pas mal de choses à vous demander aussi. Voilà. Merci. Bernard Jomier, justement. Oui, mais merci à Florence parce que la longueur de ces questions va me permettre d'être beaucoup plus bref. Du coup. Et effectivement, non, parce qu'au moins, vous avez avancé quand même, merci d'ailleurs, dans cette audition, quelques propositions, notamment sur la gouvernance de l'ANSES.
vous dites ce serait bien d'introduire un 6e membre autour de la table. Ce qui est d'ailleurs intéressant, enfin, on entend derrière la volonté de renforcer les liens avec le secteur de la recherche, qui est un véritable enjeu qu'on avait aussi traité d'ailleurs dans ce rapport. Mais par contre, ça ne répond pas à cette préoccupation qui est quand même qu'il y a une dispersion. Il y a un manque d'impulsion coordonnée qui a été relevé par les rapports d'inspection. Ce n'est pas que notre constat dans notre rapport, mais la faiblesse de l'impulsion coordonnée, c'était aussi dans l'évaluation, on va dire, de l'écosystème de santé environnementale dans notre pays, du pilotage du PNSE et de l'ANSES. Et nous, on avait proposé que la part, le leadership, enfin, le ministère de la Santé soit un peu plus en position de leadership, parce que sans faire des honneurs à votre parcours, c'est plutôt pour le moment le ministère de l'Agriculture qui est en position de leadership à l'ANSES, et ça n'est pas sans poser des problèmes. Voilà. Donc j'aurais aimé que vous alliez un peu plus loin sur cette question, comme sur la question du décloisonnement, qu'a aussi soulevé Florence. Vous avez d'ailleurs vous-même cité la préoccupation des rapports avec Santé publique France, mais on pourrait aussi citer le HCSP, avec lequel il y a aussi des liens. Et donc, comment vous voyez cette question? Et puis, dernière question, l'ANSES a un rôle important dans l'élaboration des valeurs toxicologiques de référence, et souvent pointée comme n'étant pas particulièrement performante sur cette question. Quelle piste d'amélioration vous voyez? Merci. Bien, on va prendre la question de Katia Poursopoli, ensuite je vous laisserai répondre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur, excusez-moi pour mon retard, j'étais à une rencontre sur l'autonomie avec Bernard Bonne d'ailleurs, donc voilà. Tout excusé. Bernard Bonne l'emporte sur la commission. Donc c'est pour ça que nous étions en retard, et nous le regrettons. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 22 février, le ministre de l'Agriculture, Fesneau, Marc Fesneau. Excusez-moi, j'ai dit Fesneau? Ah bon. Bah écoutez, je l'ai rebaptisé, que voulez-vous. Alors, a donné son sentiment donc sur l'évaluation des produits phytosanitaires en France, et il a déploré un manque de coordination donc de l'ANSES, l'INRA et les instituts techniques dans le cadre de l'évaluation des produits phytosanitaires. On ne peut pas avoir d'un côté l'ANSES, dit-il, qui décide, et l'INRA qui recherche sans coordination. Il faut que tout le monde s'aligne, donc a déclaré le ministre, pointant également des décalages entre les échelons national et européen. Il a plus particulièrement évoqué le cas de l'herbicide, dont l'ANSES a récemment annoncé qu'elle mettra fin à la plupart des usages, alors que l'EFSA doit finaliser prochainement la réévaluation de la molécule. L'ANSES a été saisie en 2021 et l'EFSA doit aboutir en avril-mai. Il n'y a absolument donc aucune coordination. En tant que directeur général de l'alimentation au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, est-ce que votre candidature à la tête donc de l'ANSES répond à une commande du ministre Fesneau de mieux coordonner l'ANSES, l'INRA et les instituts techniques? Je vous remercie. On va prendre les deux dernières questions qui restent parce qu'elles sont courtes, je crois. Alors, Alain Milon et Brigitte Devésa. Oui, mais merci. On m'a demandé la parole en faisant ça, donc j'en ai... Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, Monsieur, je tiens, comme mes collègues, à saluer votre dynamisme. Et je dois vous dire que ça change de certaines auditions qu'on a pu faire pour des présidences d'agences. Donc, merci pour ce dynamisme. Moi, pardon. Ma question sera moins technique que les questions de mes collègues, question auxquelles j'adhère. Ma question, c'est, je me reporte à la question que vous a posée Frédérique Puissat sur la communication. Pompidou disait généralement, arrêtons d'emmerder les Françaises et les Français. Et pour l'instant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les conseils, le trop de conseils qui sont donnés par les uns et par les autres, tuent le conseil au bout du compte? Je veux dire par là qu'on vous a parlé d'obésité. Est-ce que les conseils sur l'obésité n'entraînent pas finalement un phénomène de rejet? On nous a parlé des protections hygiéniques. Bon, c'est bien que la Première ministre dise qu'elle met ça gratuit, mais de suite, on parle des questions sur l'allergie que peut provoquer, etc., etc. À un moment ou à un autre, ça entraîne une forme de rejet.
Est-ce que vous avez donc pensé à la possibilité d'une communication par l'ANSES qui ne serait pas rejetée par nos concitoyens dans une époque particulièrement difficile actuellement? Pour terminer, Brigitte Devesa. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Daumont pour vos propos et vos explications. Alors on a beaucoup parlé là, mes collègues ont parlé de souveraineté alimentaire, de produits. Or, pour récolter, il faut pouvoir planter sur des sols de bonne qualité. Aujourd'hui, il y a une préoccupation certaine pour la qualité de nos sols. Non seulement l'eau vient à manquer, mais il se pourrait que l'on ait oublié comment traiter et cultiver nos sols selon leurs particularités. On a donc les méthodes ancestrales, particulièrement le principe de rotation et d'association culturelle, qui apparaissent alors comme des remèdes, mais surtout pour optimiser les synergies biologiques. Seulement, la question économique et du rendement reste prégnante. À court terme, quelles solutions préconisez-vous pour préserver nos sols? Merci. Très bien. Voilà. Bon, alors, tout d'abord, peut-être sur la question relative aux nitrites. Alors, pourquoi le décalage dans le temps? Je ne sais pas. Ce que je dirais, c'est que le sujet est quand même complexe, parce qu'en fait, le risque, c'est de faire très rapidement l'amalgame entre nitrite et charcuterie. Or, l'alimentation ne représente que 50% maximum des apports en nitrite, et la charcuterie n'est qu'une part dans cet apport. Donc il est clair qu'il faut tendre vers une diminution de l'usage, mais en parallèle, pour permettre cette diminution de l'usage, puisqu'il y a un effet bactériostatique, très inhibiteur pour des germes d'intérêt, il faut qu'il puisse y avoir en parallèle des mesures complémentaires qui... alors on parle beaucoup de la réduction de DLC pour le jambon, par exemple, pour le risque listeria, ce qui est un choix finalement économique pour les entreprises agroalimentaires. Si on pense, dans le rapport de l'ANSES, on parle beaucoup des saucissons secs et des intoxications à salmonella. On voit bien que la génération spontanée n'existant pas, les salmonelles en question, elles viennent de la chaîne de production, depuis l'élevage jusqu'à la transformation et en passant par l'abattage, etc. Donc ça veut dire qu'il n'est pas de question de pointer du doigt un maillon particulier, mais par contre, ça signifie très clairement qu'il faut pouvoir, si on considère le risque salmonelle, s'intéresser aux origines et à la maîtrise de ce risque salmonelle. Je comparerais simplement avec la viande hachée. On sait aujourd'hui faire de la viande hachée sans salmonelle, sans Escherichia coli, parce qu'il y a un système de maîtrise qui existe. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Donc il n'y a pas de raison que sur la filière porcine, on n'arrive pas à faire du sans salmonelle ou avec des cas très rares. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un vrai risque de santé publique, me semble-t-il, à la lecture des écrits et des recherches. C'est multifactoriel, là encore, l'eau, l'alimentation. Les légumes sont les premiers apporteurs en matière de nitrite dans l'alimentation. Et donc, si l'on s'intéresse à la partie charcuterie, il faut effectivement prendre l'ensemble des paramètres qui peuvent permettre de maîtriser le risque microbiologique en lieu et place de tout ou partie des nitrites. Donc, c'est sûrement une approche progressive qui doit permettre d'adapter la filière. Oui, mais disons qu'il y avait un grand décalage quand même, parce qu'entre 2015 et 2022, on avait quand même déjà en 2015... montrer qu'il y avait un lien de causalité avec le cancer. Donc, ça fait un peu beaucoup, quoi. Oui, alors, sachant qu'il y avait une DGA qui était définie au niveau européen et qu'on était en utilisation inférieure à la DGA en France. Donc, ce n'est pas forcément une bonne explication, mais je pense que c'est aussi un élément de compréhension sur le décalage qu'il y a eu en matière de traitement du sujet, puisque dans les autres pays, on reste sur des teneurs bien plus élevées. Voilà pour les nitrites. Alors, sur la santé environnementale, il y a effectivement beaucoup d'intervenants, une multiplicité des tutelles. Je n'ai pas la réponse magique à sortir de ce matin. Il est probable qu'il faut une implication scientifique et une implication politique plus forte sur ce sujet-là, et peut-être imaginer une forme de chef de fila.
le phénomène est tellement, enfin, le sujet est tellement global et complexe qu'effectivement, on arrive à un éparpillement et à une multiplicité des acteurs qui nous renvoie quand même sur beaucoup de points à la question des collectes de données qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que faire de la santé environnementale sans disposer des données, on voit qu'on travaille aujourd'hui sur Parc ou sur l'exposome. Hein, enfin, sur l'exposome, c'est extrêmement intéressant. Sans données massives, il va être on peut faire de la méthodologie, mais sans données massives, il sera très difficile de le décliner dans les opérations d'évaluation de risque pour pouvoir mesurer l'impact, les effets cocktails, etc. Donc, engagement politique supplémentaire, supérieur sûrement, chef de fila peut-être, meilleure coordination et plus de moyens sur ce sujet-là auprès des acteurs scientifiques et techniques, probablement aussi. Alors, ensuite, sur l'antibiorésistance, il y avait une question sur pourquoi Santé publique France pour la médecine humaine et pourquoi l'ANSES pour la médecine vétérinaire. Alors d'abord, il y a une raison historique. À l'époque, les deux compartiments fonctionnaient de manière très séparée. Et les structures de santé humaine se sont occupées de l'antibiorésistance dans le domaine humain. Et puis les structures entre guillemets vétérinaires, et donc à l'époque l'AFSA et l'ANMV, se sont occupées de l'antibiorésistance au niveau animal. Sachant que l'antibiorésistance au niveau animal, on s'y intéresse pour au moins 3 raisons. On s'y intéresse pour une première raison qui est la résistance au regard de l'animal malade, et de l'animal à soigner, mais qui n'est pas un problème majeur en médecine vétérinaire, contrairement à ce qu'on peut connaître dans certains compartiments de la médecine humaine. La question de l'alimentation humaine, parce que les denrées que l'on consomme peuvent nous amener à consommer des bactéries résistantes ou consommer des phages de résistantes. Voilà. Alors les résidus d'antibiotiques sont très contrôlés au niveau alimentaire. Il y a plus de 20 000 analyses qui sont faites par an sur les antibiotiques, mais les facteurs de résistance, ils peuvent être présents. Donc il y a cet aspect alimentaire, et puis il y a l'aspect passage à l'homme d'une pathologie avec un germe de résistance. Donc historiquement, donc, il y a eu un intérêt particulier pour le sujet. Le contexte était différent parce qu'effectivement, en médecine humaine, il y a une liberté de prescription assez large au niveau médical. Il y a une problématique de remboursement. 2 éléments que l'on n'a pas de la même façon en médecine vétérinaire. Il n'y a pas de remboursement d'une part, et puis là, on peut maîtriser plus facilement les règles de prescription. Et le plan éco-antibio a montré qu'effectivement, on était capable de limiter quasiment à 0 la consommation d'antibiotiques critiques et de limiter les quantités de manière extraordinaire. L'agriculteur ou le propriétaire d'animal de compagnie n'a pas accès aux antibiotiques. Il y a un prescripteur, le vétérinaire, qui doit en plus respecter un certain nombre de règles. Donc on voit bien que les diminutions de consommation ont été extrêmement importantes. Alors, après, fusionner l'ensemble dans un seul bloc, à mon sens, ça n'aurait pas d'intérêt compte tenu des spécificités. Par contre, avoir une articulation extrêmement fine, c'est très important. Et c'est quand même le cas, puisqu'il y a énormément de relations sur ce sujet-là entre l'ANSES Santé publique France, l'ANSM, et entre la DGS et la DGL. Voilà. Donc, on a fait des progrès, me semble-t-il, ces dernières années, sur l'articulation entre les différents acteurs, puisque d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un colloque qui est organisé tous les ans, mixte DGL-DGS, sur les avancées en matière de lutte contre l'antibiorésistance. Voilà pour l'antibiorésistance. Donc je suis convaincu qu'il faut qu'on garde le dispositif au niveau de l'ANSES. Je ne me permettrai pas de suggérer qu'on fasse l'ensemble. Ensuite, la question de l'eau. Alors, le suivi des eaux, vous avez parlé de l'eau du robinet. Hein, alors, il faut bien qu'on fasse la différence entre l'eau du robinet et les eaux souterraines et autres. Alors, les eaux du robinet sont très contrôlées. Il y a des règles limites à respecter qui parfois peuvent être dépassées, auquel cas il faut faire soit des mélanges, enfin de la dilution pour respecter les seuils, ou alors de la fixation sur charbon actif. Bon, il y a des méthodes. Je pense qu'il est préférable, effectivement, comme vous l'avez dit, mais c'est aux scientifiques après de se prononcer, de prendre l'eau du robinet plutôt que les bouteilles plastiques, sachant que les dépassements, sauf peut-être dans quelques zones parfois, sont rares, compte tenu des moyens de contournement qu'on peut avoir. Le plastique. Les cerises. Alors, les cerises,
Je pense que vous évoquez l'interdiction du diméthoate, voilà, que j'ai interdit quand j'étais DGL, au motif que les produits traités étaient avec des teneurs supérieures à la dose toxique aiguë pour les enfants. Donc je n'ai pas vraiment hésité sur le fait de l'interdire. Après, vous soulevez une bonne question. Vous soulevez une bonne question, c'est que certains pays continuent de l'utiliser. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque, on avait mis en place des mesures pour obtenir des garanties sur le non-traitement au diméthoate des cerises importées. Bon. Et il y avait un plan de contrôle. Je ne peux pas vous dire mieux. Et les plans de contrôle étaient bien négatifs. Donc je pense que c'est toujours le cas. Mais là, on est quand même là face. On peut peut-être parler de surtransposition, puisque ce n'était pas encore retiré, la substance n'était pas retirée au niveau européen. Mais on était quand même typiquement dans un risque de toxicité aiguë quand même pour les enfants. Donc c'est quand même, on a rarement cet aspect-là avec des produits phytosanitaires. On parle de tox chronique à long terme, etc. Donc je continue d'assumer le retrait du diméthoate. Ensuite, les cerises. Alors, votre remarque sur la santé est pas assez en leadership par rapport à l'agriculture. Alors, très sincèrement, je n'avais pas l'impression que l'agriculture était vraiment en leadership. L'agriculture a un leadership en termes de financement. Ça, c'est vrai, elle finance beaucoup. Mais elle finance beaucoup, mais ça ne lui donne pas plus de droits que les autres tutelles. Hein, et je l'ai bien vécu en tant que DGL. Alors là, je voudrais vous l'affirmer. Aujourd'hui, le DG de l'ANSES et du ministère de la Santé, j'ai été sollicité par les différents directeurs généraux alors agriculture, santé, etc., que je connaissais auparavant, et par le directeur général, très clairement, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand Benoît Vallée était DGS. Donc je ne sais pas si, bien sûr, c'est bien qu'il y ait une pluralité des ministères, hein, que l'agriculture soit, qu'il y ait une présidence agriculture, un DG santé, très bien. Mais en fait, je pense, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais que c'est plus un profil d'expérience qu'ils ont recherché au regard du fonctionnement de l'ANSES. Voilà. Moi, très sincèrement, je n'ai pas l'impression que la tutelle du ministère de l'Agriculture soit plus forte que celle de la santé, que celle du travail, de la consommation ou autre, parce que c'est vraiment un bloc de 5 tutelles qui travaillent au quotidien ensemble. Mais ça a peut-être changé depuis que je suis parti. Hein. Je verrai. J'en ai pas l'impression. Et c'est pour ça que je pense que ce système des tutelles est quand même extrêmement riche. Parce que, par exemple, quand il faut valider une saisine en commun des tutelles, l'ensemble des dimensions sont prises en compte. Donc ça, c'est quand même, ça permet de maturer la saisine avant de la transmettre à l'ANSES. Et ça permet d'éviter éventuellement qu'une tutelle oriente une saisine par rapport à son attente. Voilà, donc là, il y a vraiment un travail interministériel qui est extrêmement riche. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, que la tutelle avec la recherche serait extrêmement intéressante par ailleurs. Sur la performance pour définir les VTR, je n'avais pas le sentiment que la performance était insuffisante sur la capacité de l'ANSES, mais je m'y pencherai. Alors ensuite, vous avez évoqué, Madame, la conférence de presse de Marc Fesneau et de l'articulation avec l'INRA et les centres techniques. Moi, j'ai envie de dire que l'articulation avec l'INRA, surtout, centre technique, je connais moins les détails, mais avec l'INRA, il y a énormément de collaboration, de projets de recherche dans des UMR, dans des UMT, dans des plateformes, sur des projets européens. La recherche au quotidien à l'ANSES est rarement faite par des équipes ANSES seules, pour les sujets considérés pertinents, sans qu'il y ait l'INRAE dedans. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un travail étroit. Il y a eu en outre une convention cadre qui a été signée lors du Salon de l'agriculture entre l'INRAE et entre le PDG de l'INRAE et le DG de l'ANSES, puisqu'il y a à la fois de très nombreux projets et puis il y a un enjeu effectivement de vision stratégique commune des directeurs exécutifs des deux établissements.
Après, sur la question particulière des autorisations de produits phytosanitaires, ce n'est pas quelque chose, me semble-t-il, parce que je crois que c'était le sens de votre question, oui, puisque vous avez cité le S-métolachlore. Dès lors qu'on est sur l'autorisation d'un produit phytosanitaire, ce n'est pas une question de coordination, à mon sens, avec l'INRA ou avec les centres techniques, qui sont l'émanation quand même des organismes de production. Hein. Ce n'est pas honteux, mais c'est comme ça. L'autorisation ou le retrait d'un produit phytosanitaire, ça repose sur le fait qu'une substance est autorisée au niveau communautaire, et ensuite il y a une évaluation du produit par l'évaluation scientifique faite à l'ANSES sur la base de lignes directrices préétablies et qui permettent de délivrer une autorisation. Donc le process me paraît cadré avec un comité de dialogue sur les produits phytosanitaires qui permet d'entendre l'ensemble des acteurs et d'entendre notamment les craintes en cas de retrait, de perte de tel ou tel produit, ou les craintes en cas de diminution de dose, d'efficience de tel ou tel produit. Mais autant pour les actions de recherche, les actions d'expertise scientifique. Expertise scientifique, il y a 800 experts à l'ANSES dans les différents CES. Je crois, de mémoire, que c'est peut-être 30 ou 35% des experts qui sont issus de l'INRA. Donc il y a quand même une articulation extrêmement forte. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à la partie recherche, expertise scientifique, et autorisation de produits réglementés, c'est un peu autre chose. Mais je comprends bien la remarque qui avait été faite. Alain Milon a dû partir. La communication. Alors la communication, trop de conseils, tu le conseilles, ouais, sûrement. Bon, il faut communiquer de manière fluide, mais je pense que communiquer ne suffit pas. C'est-à-dire que ça doit s'inscrire dans le cas de, si on parle d'obésité par exemple, ça s'inscrit aussi dans une question d'éducation pour la santé, à un âge, pour les jeunes, pour les adultes, etc. Donc c'est tout un panel d'actions qui permettent d'avancer. Et puis alors sur la dernière, la protection, la préoccupation eau et sol, effectivement, bon là quand on dit préoccupation eau et sol, c'est la préoccupation de résidus éventuels dans l'eau ou dans les sols de produits phytosanitaires, par exemple. C'est la préoccupation de baisse de la biodiversité aussi dans les sols en fonction de l'utilisation des produits. Hein. On a le bon exemple des néonicotinoïdes qui a un effet rémanent extrêmement long dans les sols, ce qui a conduit au retrait. Donc effectivement, les solutions, elles sont alternatives. C'est de la rotation, ce sont des variétés spécifiques, ce sont des travails du sol, c'est de l'apport de biomasse sur les sols. Donc ça prend du temps. 2, c'est des techniques et des moyens techniques différents et souvent plus coûteux. Quand on désherbe avec un système de herse ou j'en passe, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut acheter le matériel. Il y a un côté assurantiel du produit phytosanitaire. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement adapter les méthodes. Alors c'est un peu facile de déclarer ça comme ça, hein, mais adapter les méthodes. Il faut former, il faut convaincre. Et puis, il faut sûrement un accompagnement financier, parce que, tout en faisant attention au quantitatif, parce qu'on a aussi besoin de nourrir la population. Donc, c'est un phénomène un peu sur le long terme. On voit bien que les plans éco-phyto successifs qui ont eu lieu ces dernières années ont été beaucoup critiqués, parce qu'en termes de quantité, les diminutions ne sont pas là. Par contre, en termes de pratique et d'usage, des progrès énormes ont été faits en termes de protection des agriculteurs, de conditions d'usage, de limitation de la dérive, etc. Mais par contre, on a beaucoup de mal à diminuer de manière très significative les doses dans beaucoup de cas de figure. Peut-être que parfois aussi c'est parce qu'on ne fait pas de rotation, mais parce que la rémunération n'est pas la même pour les agriculteurs. Donc c'est vraiment le global de l'accompagnement des pratiques, où là, pour le coup, il y a une action des pouvoirs publics, mais il y a un rôle des centres techniques qui est essentiel, un rôle de l'INRA qui est essentiel pour apporter ces solutions, en fait. Très bien. Et merci beaucoup. Et donc, je ne vais pas dire bon courage, mais bon. Ça va, non, ça va. Bonne continuation dans cette nouvelle fonction. Merci beaucoup. Merci. Bon retour.